Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la structure cachée qui soutient absolument chaque action en justice. Pensez-y comme à une sorte de plan d'architecte, mais complètement invisible. Alors, on pourrait se dire que c'est le conflit de base, la dispute qui tient tout ensemble. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Qu'est-ce qui empêche un procès de partir dans tous les sens? Quelle est cette force qui arrive à lier non seulement les adversaires, mais même le juge dans un cadre bien précis? Eh bien, la réponse, c'est un concept vraiment fondamental du droit, le lien d'instance. C'est ce fil invisible qui tisse la toile entre tous les acteurs et toutes les étapes d'un processus judiciaire. Allez, on plonge dedans. Ce lien d'instance, il faut vraiment le voir, non pas comme une simple formalité administrative, mais comme la véritable charpente juridique de tout le procès. Ce qui est essentiel de comprendre ici, c'est sa portée. Il ne connecte pas juste le demandeur au défendeur, non, il les lie tous les deux au juge. Ça crée une sorte de triangle d'obligation. Les parties, elles, doivent respecter les règles, les délais, et le juge, lui, a l'obligation de juger. C'est cette structure qui garantit que tout le processus reste stable et prévisible. Et voilà le point crucial. Ce lien est complètement autonome. Disons que le problème de départ, c'est un contrat qui n'a pas été respecté. Eh bien, le lien d'instance, ce n'est pas ce contrat. C'est une toute nouvelle relation juridique qui vient se superposer à la première. Une relation qui est purement procédurale. On pourrait être tenté de se dire, bon, il y a deux parties qui sont liées, donc c'est une sorte de contrat. Attention, c'est une erreur qui, cela dit, a une très longue histoire. Et là, la différence, elle saute aux yeux. Un contrat, ça naît d'un accord, d'une volonté commune. Le lien d'instance, lui, il est temposé. Le demandeur le crée tout seul en allant en justice et le défendeur, la plupart du temps, il n'a pas le choix, il subit le procès. Il n'y a aucune rencontre des volontés. C'est une contrainte légale. Pourtant, cette idée de contrat, elle a la vie dure. Ça remonte jusqu'au droit romain et à ce qu'on appelait la litis contestatio. Et figurez-vous que même la Cour de cassation en France a suivi cette idée jusqu'en 1912. Aujourd'hui, bien sûr, cette théorie est complètement abandonnée parce qu'elle ne colle plus du tout à la réalité d'un procès moderne. Bon, maintenant qu'on a le cadre, qui sont les acteurs principaux qui sont pris dans cette toile procédurale, qui est directement liée par ce fameux lien d'instance? D'abord, évidemment, il y a le demandeur. C'est la personne qui prend l'initiative, qui formule une demande, ce qu'on appelle une prétention. C'est un peu le moteur de l'action en justice. Et en face, on a le défendeur. C'est la personne qui est mise en cause, celle qui doit répondre à la demande. Au départ, sa position est plutôt passive, il subit l'action. Mais attention, ces rôles ne sont pas gravés dans le marbre. Le défendeur peut très bien contre-attaquer avec ce qu'on appelle une demande reconventionnelle. Et à ce moment-là, c'est fascinant, les rôles s'inversent. Le défendeur devient aussi demandeur, et le demandeur initial doit se défendre à son tour. La situation peut vite devenir assez complexe. Et la toile ne s'arrête pas là, loin de là. D'autres personnes peuvent être entraînées dans l'histoire. Certaines peuvent devenir des parties à part entière, par exemple. D'autres, comme des héritiers, vont subir les conséquences du jugement sans jamais avoir été parties. Et puis, il y a tous les participants, comme les témoins ou les experts, qui jouent un rôle crucial, mais qui restent en dehors de ce lien d'instance principal. Ok, on a vu les personnes, maintenant intéressons-nous à la substance même du conflit. De quoi parle-t-on exactement? Parce que le lien d'instance, il encadre aussi ça, la matière du procès. Premièrement, il y a l'objet. L'objet, c'est très concret. C'est le quoi. C'est ce que le demandeur veut obtenir à la fin. Le paiement d'une somme d'argent, la restitution d'un bien, la reconnaissance d'un droit. C'est hyper important parce que ça fixe les limites de ce que le juge peut faire. Il ne peut pas accorder plus que ce qui est demandé. Et ensuite, on a la cause. Alors là, c'est une notion beaucoup plus subtile. La cause, en gros, c'est le pourquoi. C'est l'ensemble des faits et des règles de droit qui justifient la demande. C'est vraiment le socle sur lequel repose toute l'argumentation. Et justement, la définition de la cause a connu une véritable petite révolution. Avant un arrêt très important de 2006, la cause était vraiment liée au texte de loi qu'on invoquait. Du coup, impossible de changer d'argument juridique en cours de route. Mais depuis 2006, la Cour de cassation a tout changé. Maintenant, la cause, ce sont les faits. Tant que les faits ne changent pas, l'argumentation juridique, elle, peut évoluer. Et la conséquence de ça, elle est énorme. Ça pousse les avocats à ce qu'on appelle la concentration des moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'il faut mettre sur la table dès le début tous les arguments juridiques possibles qui reposent sur les mêmes faits. On ne peut plus garder un argument en poche pour plus tard. C'est une question d'efficacité, mais aussi de loyauté dans le débat. Alors, pour conclure, revenons à l'importance de tout ce formalisme. Pourquoi est-ce qu'un cadre aussi strict est finalement si essentiel pour que la justice fonctionne bien?
Il y a cette citation de Napoléon qui est juste parfaite pour ça. Elle nous rappelle que le formalisme, ce n'est pas juste de la bureaucratie pour le plaisir. Les formes, les procédures, ce sont des protections contre l'arbitraire. Elles garantissent que tout le monde joue avec les mêmes règles. En un sens, la forme, c'est la meilleure amie de la liberté. Au fond, c'est ça qu'il faut retenir. Ce lien d'instance, avec toutes ses règles et ses obligations, ce n'est pas un obstacle. C'est la fondation même sur laquelle repose la stabilité, la prévisibilité et donc l'équité de tout notre système judiciaire. Sans cette architecture invisible, pas de véritable justice possible. Mais tout ça, bien sûr, nous laisse avec une question fondamentale. Si la forme protège la liberté, à quel moment est-ce qu'un excès de formalisme devient un obstacle? Une barrière qui, au lieu de protéger, empêche l'accès à la justice. C'est là que réside tout l'équilibre délicat du droit.